Le top de 13 heures, l'actualité au Sénégal et dans le reste du monde sur les ondes des plateformes digitales de la RTS. Ibrahima Sadi. Bonjour à tous, au sommaire de cette édition, campagne agricole 2022, l'État prend les devants. Plus de 70 000 tonnes de semences et 120 000 tonnes d'engrais mobilisées, en plus des 10 milliards supplémentaires dégagés pour la réussite de cette opération. Et puis, c'est toujours le mystère après la découverte de centaines de milliers de poissons qui ont échoué à la plage de Gandiol. Mais le régional des pêches de Saint-Louis écarte tout lien avec un produit polluant. Le Forum civil demande aux sociétés extractives de respecter leurs responsabilités sociétales. Son coordonnateur Birahim Seck était à Thiès pour une session de sensibilisation à l'endroit des journalistes sur les enjeux du secteur minier. Sur le continent, le Mali qui s'isole de plus en plus, Bamako qui annonce son retrait de la force du G5 Sahel. Réaction dans cette édition du professeur Babacar Samb. Également au sommaire, le sport et puis notre invité, Pape Mor Ndiaye, ancien directeur de la décentralisation. C'est la suite de notre dossier consacré au chef de village. Mettra un terme à cette édition. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. En compagnie de Charles Mingou et Aïda Diop Demba Thioro à la technique. Un début d'explication suite à la découverte de centaines de milliers de poissons qui ont échoué à la plage de Gandiol. Une eau chargée d'algues pourrait être à l'origine. Le régional des pêches écarte pour le moment tout lien avec un produit polluant. Nous écoutons Lamine Diagne interrogé par Omar Sonko. C'est quelque chose qui s'est passé une seule fois. Ça s'est passé exactement le dimanche 1er mai. Cela concerne une espèce qu'on appelle mulet. En le nom Olof, c'est pounet. Et on a fait le constat suivant que dans la masse de poissons morts, on a vu des crabes vivre sans problème. On a noté l'absence d'odeur ou de produits pouvant attester de la présence de polluants sur les lieux. On a vu que des oiseaux se nourrissaient de ces poissons sans qu'aucune anomalie ne soit notée à leur niveau après consommation du poisson mort. Et ainsi, suite à l'interprétation de ces observations sur le terrain et après échange avec les acteurs, on a pu aboutir aux conclusions suivantes. D'abord, une cause par des produits ou polluants étrangers à l'eau de mer paraît peu probable. Après échange avec les acteurs, surtout avec les pêcheurs, on s'est dit que le phénomène serait certainement causé par des changements momentanés intervenus dans les paramètres physico-chimiques de l'eau où vivaient ces juvéniles. Parce que quand on parle de juvéniles, on parle d'une étape de la vie très fragile. Et à cette étape, les juvéniles sont très sensibles aux variations de température, de teneur en oxygène, de salinité ou de turbidité. Et aussi, pendant cette période, beaucoup de pêcheurs nous ont témoigné qu'ils ont vu en mer la circulation d'une eau chargée d'algues et d'autres invertébrés microscopiques. On a pensé qu'avec l'éveil de la marée, cette eau-là chargée est entrée dans le fleuve ou a trouvé ces poissons-là dans le milieu de vie pour amener ces changements dans les paramètres physico-chimiques et ce qui a causé la mort de ces poissons-là. Lorsqu'on a vu là, le phénomène aussi, c'est vrai qu'on a informé beaucoup de services ou d'institutions concernées par la recherche. Toutes ces institutions-là se sont déplacées sur le terrain. Ils ont procédé à des prélèvements et on attend toujours les résultats. Voilà le chef du service régional de Saint-Louis, Lamine Diagne, au téléphone de Omar Sonko. Des poissons morts à la plage de Gandiol, du bétail décimé dans le Merkilan. Les éleveurs transhumants de la commune de Mabo donc sont dans le désarroi. Ils ont perdu leur cheptel. Plus d'une centaine de moutons morts après avoir mangé des feuilles versées sur la route. Ces feuilles proviennent d'un arbre toxique appelé Pélé. Le ministre de l'élevage et des productions animales était sur les lieux. Aïssatou Sall. Des cadavres de moutons qui commencent à gonfler, dégageant une odeur nauséabonde à côté des hommes et des femmes tristes. Ces éleveurs transhumants de la commune de Mabo dans Birkilan ont presque tout perdu à cause des feuilles d'un arbre appelé Pélé en poulard. En effet, leurs troupeaux ont trouvé la mort après avoir consommé ces feuilles. Cet arbre contient une toxine qui est dangereuse sur le cœur et le foie. Le ministre de l'élevage et des productions animales, Alès Alé Diop. Nous avons estimé nécessaire de venir sur place pour constater de visu l'ampleur du phénomène, venir compatir avec les impactés sur ce qui s'est passé, mais également partager avec les impactés le sentiment de son Excellence, Monsieur le Président de la République, quand il a été informé de tout ceci. Omar Sow et Lawir Sow ont assisté impuissants à la mort de leur troupeau. Selon eux, les pertes sont énormes. Nous avons perdu plus d'une centaine de moutons. Il y a aussi des moutons qui sont souffrants. En tout, nous avons comptabilisé plus de 200 têtes de bétail concernées.
Moi, j'ai perdu plus de 30 moutons. Les pertes sont inestimables. C'est dur parce que c'est notre source de revenus. C'est vraiment difficile. En ce qui me concerne, j'ai perdu 27 moutons. Et tu vois, le reste du cheptel est affaibli. Que l'État nous aide. Pour limiter les pertes et aider ces éleveurs, l'État leur a remis un appui. Un appui composé de 5 tonnes d'aliments de bétail, d'une somme de 2 millions de francs CFA, mais également de médicaments pour permettre au cheptel, ici en tout cas dans cette zone-là, de pouvoir passer ce cap en tout cas de la soudure. Selon Alé Saleh Diop, ministre de l'élevage et des productions animales, suite à la plainte des éleveurs, la justice est en train de faire son travail pour trouver le coupable. Aïssatou Sall, Kaffrine, pour Radio Sénégal. Nous restons toujours dans le Ndoukoumane avec la foire agricole et commerciale de Kaffrine qui bat son plein. Une première dans la région, c'est une initiative de l'Union nationale pour la promotion de l'agriculture durable, UNAPAD. Et en marge de la cérémonie d'ouverture, le ministre de l'Agriculture s'est prononcé sur la prochaine campagne agricole. Nous écoutons le professeur Moussa Baldé, interrogé par Aïssatou Sall. En ce qui concerne la campagne agricole à venir, le Sénégal a entrepris, le gouvernement en tout cas, avec les orientations et les instructions du président de la République, de mettre le moins possible en termes de logistique et de financement pour satisfaire les agriculteurs en matière d'intrants. Ainsi, nous envisageons de mettre en place plus de 70 000 tonnes de semences, donc plus de 50 000 tonnes de semences certifiées pour les agriculteurs. Je pense que dans la région de Kaffrine, ce sera plus de 12 000. Ensuite, il y aura les engrais au moins pour 120 000 tonnes au niveau peut-être des commissions et d'autres producteurs. Et je dois préciser, parce qu'il y en a qui ont commencé à dire que de l'agriculture a augmenté l'engrais. Je dois préciser quand même que tout le monde est au courant que l'environnement international est plutôt tendu. Nous avons 2 ans de pandémie et il y a la guerre qui a éclaté en Europe, qui est un des bassins qui livre la plupart des céréales et des intrants à travers le monde. Le résultat, avec le renchérissement du fret, c'est que les prix de l'engrais ont doublé, voire triplé. C'est pour cela que le président, pour continuer à accompagner les producteurs, a rajouté 10 milliards dans le budget du programme agricole pour atténuer les effets de cette augmentation. J'en appelle au patriotisme de chacun pour qu'on puisse traverser cette crise. Quand il y a une crise, ça ne peut pas être confortable. Voilà le professeur Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture. Justement par rapport à cette campagne agricole, que la région de Kolda a obtenu 6 458 tonnes de semences certifiées d'arachide et 65 tonnes de maïs. Les opérateurs ont déjà reçu leur agrément et les prix des intrants connus. Sur place, les paysans ont entamé les travaux de nettoiement des champs. Voici les explications du régional de l'agriculture de Kolda, Ibrahima Momodouba, interrogé par Emmanuel Boubayanga. Nous sommes en plein dans les préparatifs de la campagne. Comme vous le savez, cette année, les préparatifs ont commencé très tôt, depuis la fin du mois de mars. Nous avons reçu dans le courant du mois d'avril les agréments pour les opérateurs qui doivent fournir des semences. Nous avons reçu les prix des intrants dans le courant du mois d'avril, précisément le 26 avril. Nous avons, à l'heure actuelle, nous disposons des plannings de mise en place. Ça signifie que tous les opérateurs qui doivent mettre en place des semences dans la région sont connus, identifiés. Et les points aussi de cession sont identifiés. Donc, à l'heure actuelle, les producteurs sont en train de conditionner. C'est-à-dire que c'est des mises en sac. Nous sommes en plein dans la certification, l'étiquetage des vignettes au niveau des semences qui sont certifiées. Pour la présente campagne, nous avons reçu 6 458 tonnes de semences certifiées d'arachide qui sont réparties entre 3 039 tonnes dans le département de Mif, 1063 tonnes pour le département de Vélingara, 2356 tonnes pour le département de Kolda. Pour ce qui concerne les semences de maïs, nous avons reçu à ce jour 65 tonnes, réparties entre 40 tonnes pour le département de Mif et 25 tonnes pour le département de Kolda. Pour ce qui concerne les semences certifiées de sorgho, nous avons à ce jour donc reçu 20 tonnes de semences certifiées de sorgho réparties entre 8 tonnes pour le département de Vélingara et 12 tonnes pour le département de Kolda. Nous avons également reçu des semences de fognon, 4 tonnes, 1 tonne pour Kolda, 1 tonne pour Vélingara et 2 tonnes pour Mif. Nous avons reçu aussi du sésame pour 20 tonnes,
répartis en 10 tonnes pour le département de Kolda et 10 tonnes dans le département de Mif. Voilà, c'était Ibrahima Mamadouba, le régional de l'agriculture de Kolda, interrogé par Emmanuel Boubayanga. La bonne info, c'est Radio Sénégal. À 13h10, le Forum civil qui demande aux sociétés extractives de respecter leurs responsabilités sociétales. Son coordinateur Birahim Seck l'a dit à Thiès. Il était là-bas pour participer à une session de sensibilisation à l'endroit des journalistes sur les enjeux du secteur minier. Birahim Seck est interrogé par Papa Mamadou Ndaw. Nous avons jugé nécessaire de revenir dans la première région minière du Sénégal, qui est Thiès, pour essayer de regrouper une bonne partie des journalistes pour discuter avec eux sur les ressources qui peuvent être collectées dans le cadre de l'exploitation minière au niveau du Sénégal. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus nous entretenir avec eux sur la cartographie des fonds qui existent dans le secteur minier, mais également leur implication, parce qu'on s'est rendu compte que depuis quelques mois, le gouvernement refuse d'opérationnaliser une bonne partie des fonds. Et si certains fonds également sont opérationnels, ils ne sont pas entièrement opérationnels. Je parle par exemple du fonds d'appui et de péréquation, où l'État du Sénégal doit de l'argent aux collectivités locales. Mais pour les autres fonds, nous avons l'impression qu'il y a une complicité entre les entreprises et les autorités en charge de la gestion du secteur d'opérationnaliser le fonds de réhabilitation ou bien le fonds d'appui au développement local, qui sont des fonds au profit des populations, mais également pour la protection de l'environnement. C'est la même situation que ces populations sont en train de vivre, que ce soit à Darou Khoudoss, que ce soit à Ngoundiane, que ce soit à Darou Khoudoss, que ce soit également dans le Diogo, les populations sont en train fondamentalement de souffrir du comportement des entreprises. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui, en tout cas ce que le Forum civil propose, il est temps aujourd'hui, au lieu de l'État se permet de dire qu'il va libérer 5 milliards, l'État peut bel et bien libérer les 24 milliards qui sont recouvrés dans le cadre de la redevance minière. Et cette redevance minière va augmenter parce qu'il y a d'autres exploitations qui sont en train de se faire. Voilà, Birahim Seck, le coordonnateur du Forum civil. Parlons maintenant de politique avec les élections législatives du 31 juillet. Le contrôle juridique des listes de candidatures a démarré ce matin à la Direction générale des élections. L'expert électoral Ndiaga Sylla explique la procédure et revient sur le cas de Yewwi Askan Wi qui a suscité beaucoup de polémiques. Ndiaga Sylla au téléphone d'Ousmane Beng. Aujourd'hui, jusqu'à 5 jours, qu'on doit justement procéder à l'analyse juridique des déclarations de candidature. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on va prendre en compte l'ensemble des éléments du dossier de candidature, y compris d'ailleurs le parrainage, le cautionnement, les listes, les notifications, les pièces, tout ça. Tous ces éléments sont examinés de manière approfondie par la commission pour justement voir si les listes effectivement ont été déposées de manière conforme et donc respectent toutes les dispositions prévues par la loi. Et maintenant, il y a une obligation pour le ministre de l'Intérieur dans les 2 jours de justement notifier en cas justement d'une non-conformité des dispositions prévues à l'article 178 qui cite en fait les cas d'irrecevabilité des candidatures. Et dans ce cas-là, le ministre notifie effectivement durant les 2 jours au mandataire les motifs justement de rejet. Et qu'une fois la notification faite, le mandataire dispose de 24 heures pour saisir le Conseil constitutionnel qui doit statuer dans les 3 jours qui suivent. Du 70e jour jusqu'au 70e jour avant la date du scrutin, la commission maintenant prépare justement l'arrêté que devra prendre le ministre au plus tard 60 jours avant les élections à la fin du mois pour dire que parmi les listes qui avaient été déposées, voilà effectivement celles qui ont été conformes et validées. Et là aussi, il y a un contentieux qui s'ouvre devant le Conseil constitutionnel. Concernant la liste de Yewwi, il y a trop de bruit autour de ça. Vous en pensez quoi? Aujourd'hui, tout laisse croire que il y a une erreur qui a été commise. Maintenant, en regardant le code électoral, j'ai considéré effectivement qu'au niveau de l'article L77, qui avait son pendant dans la dernière version de 2018, à savoir précisément L174, cette disposition avait prévu en son alinéa 2 qu'il n'y avait pas la possibilité de procéder à la substitution ou au retrait de candidats. Mais malheureusement, par certainement erreur, cette disposition en fait a été omise dans le nouveau code électoral adopté justement en juillet 2021. Voilà l'expert électoral Ndiaga Sylla au téléphone de Ousmane Bengue. Nous venons d'apprendre que la Direction générale des élections a refusé ce matin au mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi, M. Déthié Fall, le remplacement de leur investi, en l'occurrence Joseph Sarr et Palla Samb, sur la liste départementale de Dakar. La DGE s'est dit incompétente. À Ziguinchor, les partisans du maire sortant apportent la réplique au maire Ousmane Sonko.
Il dégage en touche les chiffres avancés par le maire Omar Ousmane Sonko, qui parle donc d'effectifs pléthoriques. Selon eux, leur mentor Abdoulaye Baldé a laissé à son successeur un portefeuille de projets de plus de 5 milliards de francs CFA. Younous Djidjou. Pour les partisans du maire sortant Abdoulaye Baldé, la mairie de Ziguinchor a des effectifs raisonnables qui sont loin d'être pléthoriques, comme annoncé par l'actuelle équipe municipale. Dr Ibrahima Baye, le patron des jeunesses centristes du Sénégal. Ousmane Sonko déclare que la mairie de Ziguinchor a recruté plus de 500 personnes. La mairie de Ziguinchor n'a que 203 agents. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des prestataires. Ils avaient un contrat de 1 an. Après la fin de leur contrat, personne ne les a renouvelés. Et les autres, ils étaient là pour le nettoiement et pour l'entretien de la voirie. La majeure partie parmi eux, c'était des femmes. Et Ousmane Sonko les a tous balayés en les remplaçant par ses propres militants. Dr Ibrahima Ba se désole d'ailleurs de voir que les premiers actes posés par le maire de Ziguinchor mettent en avant le parti avant les compétences. Sonko avait dit, je ne mettrai pas en avant mes militants, mes sympathisants, mais je vais mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Je vais amener un cabinet indépendant, ça sera par appel qui a les compétences requises. Et aujourd'hui, la mairie de Ziguinchor, les différentes directions, mais c'est les responsables de Pastef qui sont là-bas. Quand est-ce que Sonko a fait appel à candidat? Aujourd'hui, à la mairie de Ziguinchor, celui qui gère la commission finance, mais c'est un parent Ousmane Sonko, il s'appelle Djibril Sonko. Il n'est même pas résident à Ziguinchor, il est de Gossas. C'est pourquoi les agents de la santé, depuis le mois de janvier jusqu'au moment où je vous parle, ils n'ont pas encore reçu leur indemnité. Pour les responsables de l'UCS, les 100 premiers jours du maire Ousmane Sonko suscitent le désespoir. Dr Ibrahima Ba. La mairie, le budget n'est pas assez important. C'est encore ce qu'il vous a pas dit. Il voyage, lui et ses gorilles. C'est la mairie de Ziguinchor qui paie les dégâts. Et vous savez, ce qu'on fait la navette entre Ziguinchor et Dakar, après 100 jours de magistère, sans qu'on n'a rien à présenter. Selon Dr Ibrahima Ba, le maire sortant laissé à Ousmane Sonko un portefeuille de projets de plus de 5 milliards et plus de 40 km de voirie et des lampadaires destinés à éclairer la ville de Ziguinchor. Ziguinchor, Younous Djidjou pour Radio Sénégal. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Direction le Mali qui s'isole de plus en plus. Bamako a annoncé son retrait de l'organisation régionale G5 Sahel. Le Mali qui proteste contre le refus d'autres pays membres de le laisser présider l'organisation chargée notamment de la lutte contre le terrorisme. Cette nouvelle décision survient après l'annonce début mai par la junte de la fin du traité de coopération de 2014 avec la France, ainsi que des accords de 2013 et 2020 fixant le cadre juridique de la présence de la force anti-djihadiste Barkhane et du regroupement de forces spéciales européennes Takuba initié par la France. Et puis, selon le professeur Babacar Samb, ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte et ancien chef du département arabe à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le Mali n'a pas les moyens de faire face seul au groupe terroriste. Il est interrogé par Ndeye Arambaye. Le Mali a évoqué l'insuffisance du soutien des groupes Barkhane ou du C5 pour la sécurité. C'est-à-dire qu'il ne voit pas véritablement les résultats. Mais que détient le Mali actuellement sur le plan géostratégique, sur le plan de l'armement, sur le plan de couverture aérienne, etc., pour véritablement couvrir l'ensemble des territoires maliens? Je crois qu'ils n'en ont pas les moyens et que ça peut amener une dispersion des forces maliennes, parce qu'en fait, il n'y avait pas véritablement une armée bien constituée avant 2014-2015. C'est avec le soutien de l'ONU et de la France que le Mali a fait un recrutement massif de soldats qui sont formés, mais qui ne sont pas encore en nombre suffisant pour couvrir le pays. Sans une coopération très large avec le Burkina Faso, le Niger, qui sont du groupe 5 Sahel, qui sont de la CEDEAO, donc le Mali va encore accentuer son isolement au plan régional et même sur le plan international. Est-ce que les autorités ne sont pas poussées à bout si l'on sait que le Mali n'a presque
plus le soutien de ses pairs africains. Les sanctions qui ne sont toujours pas levées, est-ce que ce n'est pas une réponse du Mali face au manque de soutien des autres pays africains? C'est là qu'il fallait commencer, c'est-à-dire de mener le combat au sein de la CEDEAO, parce que le Mali n'est pas exclu de la CEDEAO, est suspendu tout simplement. Je crois qu'il faut qu'il y ait une médiation. Un pays comme le Sénégal et un pays comme la Côte d'Ivoire pourrait véritablement jouer un rôle important dans le rapprochement du Mali avec la CEDEAO et d'alléger surtout les sanctions qui vont frapper directement le peuple malien. Voilà le professeur Babacar Samb, ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte, sur la décision du Mali de se retirer de la force du G5 Sahel. Il était au téléphone de Ndeye Arambaye. En plus bref, au Nigeria, des centaines de personnes ont manifesté ce week-end à Sokoto, dans le nord-ouest du pays. C'est pour protester contre l'arrestation de 2 hommes soupçonnés d'avoir participé au meurtre de Deborah Samuel, cette étudiante chrétienne accusée de blasphème. La jeune femme a été lapidée par une dizaine de personnes et son corps brûlé jeudi à cause d'un commentaire posté sur les réseaux sociaux considéré comme offensant à l'égard du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. L'Afrique du Sud accueille depuis hier la 5e conférence mondiale sur l'élimination du travail des enfants. C'est un rendez-vous important à moins de 3 ans avant d'atteindre l'objectif pour mettre fin à l'exploitation des jeunes fixé à 2025. Pendant les prochains jours, les délégués vont tenter de faire un bilan sur les progrès accomplis depuis 2017, date de la dernière rencontre. Et selon les statistiques officielles, le travail des enfants touche 160 millions de jeunes dans le monde. Et puis le secrétaire général de l'ONU a fermement condamné la tuerie raciste qui a fait 10 morts dans un supermarché d'un quartier à majorité noire de Buffalo dans le nord-est des États-Unis. Antonio Guterres a également présenté ses condoléances aux familles et aux proches des victimes tout en exprimant l'espoir que justice soit rendue très vite. Radio Sénégal, les sports. Les sports en compagnie de Aaron Diouf. Bonjour. Bonjour Ibrahim Sadi. Ligue 1 de football chez nous, le Casa Sport qui creuse l'écart en tête du classement. Oui, les Kasaïstes ont battu hier les académiciens de Djambar sur le score de 2-1. Une victoire très importante dans la course au titre. L'entraîneur du Casa, Ansou Diadjou. Nous avons pu respecter ce qu'on s'est dit avec nos joueurs, parce que comme je vous l'ai dit la fois dernière, que nous avons notre destin en main, et on leur a dit présentement il n'y a plus de pression, parce que c'est sûr qu'on ne va pas descendre. Donc ce qu'il faut faire, il faut jouer avec la tête tranquille pour engranger des points et aller vraiment vers le titre, s'approcher vraiment du titre. C'est vrai, il reste beaucoup de points, mais pour nous, il faut continuer à travailler, chercher des points pour vraiment se diriger vers le titre. Pour le Casa Sport, c'est comme si le Casa Sport n'est pas une grande équipe. Le Casa Sport a toujours été une grande équipe, donc porter ce costume-là, peut-être pour moi qui suis peut-être novice dans ce métier à ce niveau-là. Mais pour le Casa Sport, c'est pas lui. Le Casa Sport a toujours gagné des titres, le Casa Sport a toujours gagné des coupes. Ce que nous devons faire, c'est de continuer à travailler, de garder la tête sur les épaules et continuer à chercher des points pour ne pas avoir à le regretter. De la même manière que ce match-là, parce qu'on a dit tous les matchs de coupe. Aujourd'hui, nous sommes passés en quart de finale pour le championnat. Le prochain match, ça sera en quart de finale. On va jouer à fond pour gagner et aller encore les demi-finales et après jouer la finale. Donc pour nous, chaque match qui vient, c'est le match de finale parce que vraiment, c'est sûr qu'on ne va pas descendre et que donc il faut travailler, être lucide, être concentré, être calme pour aller chercher vraiment le maximum de points et vraiment se libérer. L'entraîneur du Casa Sport, leader du championnat. Ansou Diadjou, des propos recueillis à Ziguinchor par Madi Sissoko, Génération Foot qui écrase le Ndiambour de Louga. Le score 5-0. GF reprend donc sa deuxième place. L'Azak Ndiambour, relégable, l'US Gorée en infériorité numérique, a tenu en échec la Linguère de Saint-Louis. Babacar Gueyissen de la Linguère a raté même un penalty. Dans ce match, Abdoul Majib Diagne de la Linguère de Saint-Louis. Mais d'abord, on va écouter Moussa Diatta de l'US Gorée. Des propos recueillis par il faut toujours rester dans l'organisation. Moi, je sais pertinemment que mon équipe, tant que je reste dans l'organisation, il serait très difficile que je prenne un but. Donc, aussitôt après avoir pris le carton rouge, j'ai changé de système. J'ai éliminé les 2 excentrés et l'autre a joué comme latéral pour essayer de former un bloc compact. Et avec ce bloc, on est parvenu à gérer en jouant avec un bloc médian. Donc, ce bloc médian a posé beaucoup de problèmes à la Linguère. Ils ont essayé de jouer dans la latéralité. On a bloqué les couloirs. Donc, ils étaient obligés de faire des centres. Et je savais que mes défenseurs étaient bons de la tête. Donc, du coup, tous les deuxièmes ballons, on les a récupérés. Depuis le début, on n'a marqué que 12 buts. Ça se confirme. À cause d'avant-match, je les ai rappelés parce que c'est pas normal. Et depuis le début, c'est la défense qui tient bon. Mais maintenant, offensivement,
On n'est pas bon à l'image de ce match. Il y a le tournoi du match, le penalty qu'on a raté, qu'il fallait coûte que coûte marquer pour mettre l'adversaire dans le doute parce qu'ils étaient en infériorité. Malheureusement, on l'a loupé. C'est des choses qu'il ne faut pas louper dans un match. Et après, derrière ça suit, il y a le doute, il y a tout, il y a la précipitation. Et Gorée a réussi son match. Et je les félicite et j'encourage les gosses. Voilà, Abdoulmajib Diagne à l'instant, le coach de la Ligue de Saint-Louis. Avant lui, à Moussa Diatta de l'US Gorée, des propos recueillis à Saint-Louis par Madinda. Et puis à Renault, la Ligue 2 clôture sa 22e journée cet après-midi. Oui, 3 rencontres au programme à 15h30 au stade Magnan Soumaré de Thiès-Walidane. Deuxième au classement reçoit Diamono Fatick à 17h à Amadou Barry Port. Demba Diop toujours à 17h, mais cette fois-ci à Alassane Djigo de Pikine. Renaissance Dakar Université Club. Hier, le leader, la Sonacos de Diourbel, a été accroché par Niary Tali, match nul en but partout, et puis Amitié FC Stade de Mbour, match nul, mais cette fois-ci vierge. Sur le continent, le Nigeria a un nouveau sélectionneur. Oui, le Portugais José Peseiro à la tête des Super Eagles. Le technicien de 62 ans prend la succession de Gernot Rohr et de Austin Egua Vowen à la tête de cette équipe qui ne sera pas à la Coupe du Monde. José Peseiro a déjà été sélectionneur de l'Arabie Saoudite 2009-2011 et du Venezuela 2020-2021 après avoir entraîné les clubs portugais de Braga, Porto et du Sporting Portugal. Et puis des nouvelles du football européen. En Série A italienne, le Milan AC a un point du titre. Les Rossoneri ont battu l'Atalanta Bergame sur le score de 2-0. Leurs dauphins interistes ont battu en déplacement Cagliari de Keita Baldé sur le score de 3-1. Naples de Kalidou Koulibaly s'impose 3-0 face à Genoa. Puis Marc Vivian Foué, l'Ivoirien Seko Fofana succède à Gaël Kakuta, le joueur du Racing Club de Lens, élu donc meilleur joueur africain du championnat de France de football Ligue 1 2021-2022 par un jury rassemblé par RFI et France 24 au classement. L'Ivoirien dénonce devance deux René, le Malien Ramari Traoré et le Marocain Naïef Agred. Et puis en France toujours, trophée UNFP. Bamba Dieng, l'attaquant de l'OM, remporte le titre du plus beau but de Ligue 1. L'international sénégalais a été distingué pour son geste acrobatique face au Racing Club de Lens, au Racing Club de Strasbourg, ce qui met un terme à cette page des sports. Ibrahim Sadi. Merci à vous, Aaron Diouf. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. L'ancien directeur de la décentralisation, dans cet entretien qu'il a accordé à Ousmane Beng, il explique la fonction, les attributs et les missions du chef de village. D'après l'expert Pape Mor Ndiaye, l'octroi d'un bureau, d'un assistant et de la logistique participerait à la valorisation de la fonction de chef de village qui occupe une place importante dans le dispositif de la décentralisation. Pape Mor Ndiaye, que nous écoutons interrogé par Ousmane Beng. Pape Mor Ndiaye, bonjour. Bonjour, monsieur. Le chef de village, c'est qui? Comment il est choisi ou nommé? Le chef de village aujourd'hui occupe une place centrale dans l'administration des territoires et a un rôle extrêmement important. Il est nommé dans des conditions qui sont fixées par l'article 34 du décret 96-228 du 22 mars 1996 qui a modifié le décret 72-630. Et on lui donne des conditions d'âge de 25 ans accompli, qu'il doit être régulièrement inscrit sur la liste électorale du village et qu'il n'y ait aucun cas d'incapacité prévu par la loi. Tout candidat à ce poste-là doit être de bonne moralité, physiquement apte, en règle avec le paiement de la taxe rurale pour les 3 dernières années précédant sa désignation. On regarde s'il est vraiment un bon citoyen civil qui paye l'impôt. Il doit aussi être de nationalité sénégalaise avec un dossier complet composé d'une photocopie légalisée de son certificat de nationalité, une photocopie légalisée de la carte d'identité nationale, une photocopie légalisée de sa carte d'électeur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il doit être inscrit sur les listes du village. Et un extrait de casier judiciaire numéro 3, datant de moins de 3 mois. Dès que ce dossier est fait maintenant, il dépose sa candidature. Voilà. Qu'est-ce qui caractérise les fonctions et les attributs du chef de village? Le chef de village, vraiment, c'est un élément extrêmement important dans le dispositif administratif. Il a des rôles, il a des missions. Ses rôles, c'est d'abord de s'impliquer dans la vie du village, d'être un relais, un lien privilégié avec la population du village, de consacrer son temps à discuter aussi et à échanger avec l'administration municipale. Il peut être saisi aussi, ce chef de village, de tous les problèmes dans le but d'améliorer la qualité de vie du village. Il doit porter l'information et tous les problèmes qui surviennent
auprès de l'autorité administrative. Il doit s'impliquer sur tous les problèmes de manière générale, aller au contact des populations, être à leur écoute. Il a des missions qui est de rencontrer les populations, de les rencontrer, d'échanger avec eux, de faire des propositions d'amélioration pour le cadre de vie du village, de renforcer la participation et la mobilisation des habitants pour rechercher des solutions aux problèmes qui se posent dans le village. Parce que simplement, c'est de lui qu'on attend le développement et la solidarité, la confiance du village. Dans l'organisation du travail maintenant et dans son action, il organise des réunions avec les populations, il organise des visites, il préside et organise les fêtes du village, il encourage la participation des populations à être des acteurs de développement. Il recueille des avis, observations. Il est un auxiliaire du maire et de l'administration à la fois. Et à ce titre-là, il doit veiller à l'application des lois et règlements, des décisions, des circulaires, des mesures d'hygiène, des salubrités publiques, de toutes les décisions qui sont prises par les autorités. Mais c'est un collecteur secondaire de taxes rurales et de MS4 actuellement. C'est aussi un auxiliaire d'état civil. Il tient l'état civil, les cahiers d'état civil, les cahiers de village d'état civil. Il est aussi un auxiliaire de la justice. Comme nous le savons tous, le chef du village, c'est office de ministre tribunal du village. Lorsqu'un différend éclate entre des habitants, il trouve une solution à l'amiable pour que l'affaire ne se prolonge pas à la police ou à la gendarmerie. Et quand la gendarmerie ou la police envoie une convocation, c'est lui qu'on dépose la convocation. Le chef de l'État demande la valorisation de la fonction de chef de village. Cela passe par quoi selon vous? Si vous regardez le communiqué, d'un côté, il demande la valorisation, le renforcement du rôle des chefs de village, mais il ajoute des délégués. Et immédiatement après, il donne des missions à deux ministres différents, le ministre de l'Intérieur et le ministre en charge de la décentralisation. Et chacun doit se préparer à faire un document de renforcement. Je pense que ce document-là doit être un document commun, un document joint, parce qu'ils ont pratiquement les mêmes rôles et missions sur le territoire. Il y a que des différences d'appellation. Ici, c'est le quartier, là-bas, c'est le village. Maintenant, pour vraiment renforcer le rôle, revaloriser les fonctions, vous donnez un drapeau ainsi une décoration à carte officielle. Mais c'est aussi intéressant si on mettait un bureau du seul village. Ce serait vraiment intéressant et ça permettrait aux gens de mieux travailler et pourquoi pas d'avoir une assistance. Pourquoi pas un assistant. Dans des pays comme le Cameroun, quand vous allez dans une commune, vous trouvez des bureaux, des objets traditionnels. Et là, vous trouvez un chef traditionnel qui est là, avec une assistance administrative, des secrétaires, des conseillers, ainsi de suite qui sont là, qui peuvent prendre en charge vraiment les problèmes de manière plus dynamique et plus objective. Pape Mor Ndiaye, merci. Je rappelle que vous êtes ancien directeur de la décentralisation. Édition d'information mise en onde par Charles Mingo et de Diop Dembochoro. À la distribution, Modou Diop, fabrication Momar Kadhafi Diakhaté. Réalisation des Arambaï, coordination Ousmane Beng de Mamalingboch. L'info continue sur Radio Sénégal, la radio qui parle toutes les langues. Merci.